Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État Critique. Aujourd'hui, une critique d'un film de 2002 que vous attendez impatiemment, Spider-Man... Quoi encore? Allô? Ouais, salut Anto, c'est Elvis. Je devais te parler d'un truc important, c'était quoi déjà? Ah oui! Surtout, ne critique pas ce long métrage parce que sinon, voilà ce qui va se passer! Ta vidéo sortira comme prévu, et franchement, elle aura un très beau succès. Mais seulement voilà, un jour un fan hardcore de la trilogie, un dénommé Jean-Baptiste Casburn, visionnera ta vidéo, et il sera tellement opposé à cette dernière qu'il décidera de créer son propre parti politique afin d'interdire toute forme de remake ou de reboot. Seulement voilà, cette loi, aussi débile soit-elle, va passer en allant beaucoup plus loin dans son concept. Toute forme de reprise sera interdite, donc le cinéma mourra en 2025. Les avancées scientifiques n'avanceront plus. En gros, l'humanité reviendra à l'âge de pierre. Et les singes en profiteront pour prendre le contrôle de la planète avec des putains de guns. Ça fout les poules, hein? Alors Anto, je t'en prie, au nom de l'avenir de l'humanité, n'oublie pas cette phrase. Un grand pouvoir implique... Ta gueule! Non mais ça va, t'es qui pour parler comme ça d'abord? Je suis qui? Eh bien je suis... Spider-Man, reprenons depuis le début. Ce super-héros est un personnage de comics faisant partie de l'univers Marvel créé par Stan Lee et Steve Ditko. Et il a eu droit à sa propre BD The Amazing Spider-Man en 1963. Sauf que, la première apparition officielle de Spidey date en fait de 1962. Apparaissant dans le comics Amazing Fantasy numéro 15, son apparition a été tellement appréciée que le personnage a eu droit à ses propres histoires indépendantes. Merci Elvis Grandier. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man, donc je pense qu'on peut zapper. Ben moi je connais pas, hein. Putain, vous faites chier. Pour les néophytes, c'est l'histoire de Peter Parker qui se fait mordre par une araignée radioactive. Ouais bon, c'est un peu cliché, mais bon, c'était l'époque. Le jeune homme va donc acquérir des capacités similaires aux arachnides. Agilité, force décuplée, régénération et évidemment sens d'araignée. Il faut savoir qu'au début, Spider-Man utilisait un gadget pour projeter des toiles synthétiques. Mais au bout d'un moment, ce sera abandonné au profit de la toile organique. Bonne idée de la part des créateurs. De nombreuses séries dérivées de comics ont vu le jour au fil des années, comme Sensational Spider-Man, Spectacular Spider-Man et plus récemment Ultimate Spider-Man. Ouais, allez, continuez comme ça, vous n'avez pas encore utilisé tous les adjectifs. Et évidemment, le succès est au rendez-vous et des adaptations sur grand et petit écran font leur apparition. Des séries animées comme L'Araignée en 67 et son générique kitsch mais culte. Spider-Man does whatever a spider can. Spider-Man en 94, plus entraînant que son prédécesseur. Puis Spectacular Spider-Man en 2008 qui exploitait parfaitement l'univers du super-héros. Et c'est la dernière série animée en date sur l'homme araignée. Oui, il n'y a rien eu après. Rien. Cette série n'a jamais existé. Jamais. Il y a également eu des séries télévisées. Une sortie au Japon qui est... vraiment minable, faut dire ce qui est. On dirait qu'ils ont confondu Spider-Man avec les Power Rangers. Et ensuite, The Amazing Spider-Man en 77. La série n'est jamais sortie chez nous en France, mais on a tout de même eu droit à 2 longs métrages et qui ne sont en fait que les 2 premiers épisodes de la série. Imaginez qu'à l'époque on pouvait sortir ce genre d'arnaque et c'était normal. Ah, la bonne époque. Bon, je ne vais pas critiquer ces 2 films, ce serait aussi utile que de cracher sur le film Batman avec Adam West. Sachez juste que le premier a bien marché en France, mais que le deuxième beaucoup moins. Vu la gueule des trucs, c'est assez légitime. Donc oui, on peut considérer que le film de 2002 est bien le premier réel long métrage sur l'homme araignée. Et pourtant c'était pas gagné au début. C'est à partir de 86 que Marvel veut un film Spider-Man sur grand écran. Joseph Zito et Tom Hooper sont les premiers à travailler dessus, mais sans résultat. Ensuite, c'est au tour de James Cameron de proposer son scénario en ayant en tête Leonardo DiCaprio dans le rôle de Peter Parker et Arnold Schwarzenegger dans le rôle de l'homme sable. Mais le studio Carolco, détenant les droits, coule à cause du film L'île aux pirates. Dommage, c'était l'une des seules bonnes BO de John Debney. Putain, ce mec il a vraiment pas de bol, hein. Donc le projet est temporairement abandonné jusqu'à ce qu'en 1999 Columbia Pictures récupère les droits de l'homme araignée. Et là, de nombreux noms circulent. Yang Lee qui a fait Tigre et Dragon, Roland Emmerich qui a fait Dépendance Day et Godzilla, David Fincher qui a fait Seven et Fight Club, Tim Burton qui a fait Batman et Mars Attacks, Chris Columbus qui a fait Maman j'ai raté l'avion et Harry Potter, William de Bonte qui a fait Speed et sa suite. Oh mon dieu. Et c'est finalement Sam Raimi, la dernière roue du carrosse, qui réalisera le film.
Ce dernier a déjà réalisé la trilogie Evil Dead, mais surtout Darkman, un film de super-héros assez méconnu que je vous recommande amplement. Mais bon, à cette époque, Sam Raimi connaît une légère traversée du désert à cause de ses films des années 90 que tout le monde a oublié et qui ne font pas succès, ou alors en produisant des projets assez douteux. Et c'est Spider-Man qui relancera sa carrière en beauté. Au casting de notre film du jour, Tobey Maguire qui a la lourde charge de tenir le rôle de l'homme araignée, un choix qui a été grandement critiqué avant la sortie du film. Mais bon, si on écoute le public, il ne croit jamais en personne pour ce genre de film. Un ces réacteurs auxquels personne ne croyait dans un film de super-héros ici. À ses côtés, Kirsten Dunst qui commençait à se faire connaître notamment grâce au film Virgin Suicides. James Franco que tout le monde connaît maintenant mais qui était totalement inconnu à l'époque. Puis Willem Dafoe, un acteur qui s'était fait connaître notamment dans... Non, plus sérieusement, il a joué dans de bons films, tels que Platoon, La Dernière Tentation du Christ ou American Psycho. Certains fans du comics seront très mécontents à l'annonce de ce casting, prétextant que le choix des acteurs n'était pas vraiment le meilleur, surtout Tobey Maguire. Doté d'un budget de 140 millions de dollars, soit l'un des films les plus chers de l'année 2002, avec Men in Black 2 et Meurt un autre jour, il en rapportera 820 millions à travers le monde, écrasant facilement L'Attaque des clones et en se plaçant à la 3ème place du box-office mondial cette année-là. Donc vous vous doutez bien qu'en France, ce fut un carton. Quasiment 6 500 000 entrées. Bon, l'histoire, vous la connaissez tous, je vais pas faire l'affront de vous la résumer. Mais si vous n'avez pas vu le film, si vous habitez dans une grotte déjà, et je vous conseille d'arrêter cette critique pour aller voir le film immédiatement. Pouce rouge parce qu'il a dit que ceux qui n'ont pas vu le film vivaient dans une grotte. Bon, je vais pas ressortir mon costume de super objectif, je pense que vous connaissez maintenant la chanson, je vais avoir un avis extrêmement neutre sur le film, en disant ce qui va, et aussi ce qui ne va pas. Déjà, on va se débarrasser vite fait du point concernant l'adaptation. Comme je l'ai dit pour ma critique de Resident Evil, un film n'a pas à respecter le support d'origine pour être bon. Donc le fait que Mary Jane soit la première petite amie de Spider-Man ou que ce dernier possède directement la toile organique, oui, ça ne respecte pas le déroulement exact du comics, mais ça n'en fait pas un défaut au sein du film. Bon, de toute façon, personne n'a vraiment râlé vu que le film est relativement fidèle aux comics. Mais j'ai envie de dire, un film peut prendre les libertés qu'il veut pour l'adaptation, tant que ce sont des bons choix et que ça serve le long métrage. Et j'ai envie de dire, parfois c'est important et nécessaire de prendre des libertés, car le support d'origine n'est jamais parfait. Bon, commençons déjà par quelque chose qui mettra tout le monde d'accord, la musique. Et ouais, je commence direct par la musique, t'as vu comme je suis trop imprévisible, wesh. C'est Danny Elfman qui est en charge de la bande originale du film. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il a accompli un travail de maître? Ayant déjà composé des thèmes marquants avec Beetlejuice, Batman, Mission Impossible ou Men in Black, le mec n'a plus rien à prouver. Il nous livre un thème principal puissant et épique qui marquera les esprits. Ce qui fait qu'on imagine mal une autre musique pour un film Spider-Man. Non, j'ai rien fait. Les autres musiques du film accompagnent parfaitement le film, surtout le thème de l'antagoniste, le bouffon vert. D'ailleurs, très bonne idée d'avoir créé un thème spécialement pour les ennemis, chose qui sera conservée dans les autres films sur Spider-Man, à l'exception du premier Amazing Spider-Man. Concernant la réalisation de Sam Raimi, je n'ai rien de mauvais à dire. En même temps, ça faisait 20 ans que Sam Raimi il filmait, donc il avait intérêt d'assurer de ce côté-là. La mise en scène est bonne, sans crier au génie, les plans sont visuellement magnifiques et bien pensés, on sent que le cadrage a été réellement travaillé avec passion. Surtout les passages avec Spider-Man qui se balance d'immeuble en immeuble, ça pète la classe. Yeah! L'étalonnage du film est réussi, de belles couleurs pétillantes parfaitement en accord avec l'univers du film. Concernant les combats, ils sont plutôt bien découpés et filmés, mais ça manque un peu de punch et de touches épiques. Ok, ils sont prenants, mais ils sont pas exceptionnels non plus. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment la faute du film, c'est la faute d'état critique, car le prochain film que j'aurai à critiquer, c'est Blade 2, et là, il y a des combats d'enfer, contrairement à notre film du jour. Et je dois avouer que les effets spéciaux gâchent souvent la force de la réalisation. Certains passent parfaitement bien, il n'y a aucun souci, mais par contre, la plupart du temps, c'est assez foireux quand même. Et ce n'est pas une question de budget ni d'époque, c'est juste une question d'incompétence. Après tout, c'est le mec qui a travaillé sur les effets spéciaux de Batman et Robin, donc j'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater que le film de Schumacher a exactement le même budget que ce premier Spider-Man. Oh mon Dieu! Tout est lié! Tout ça
pour dire que sur une cinématique de PS1 ça passerait très bien, mais pas dans un film avec autant de budget. Concernant les acteurs, on a à boire et à manger. Tobey Maguire s'impose comme étant un Peter Parker solide, il donne une nouvelle vision très intéressante et assez originale du personnage. L'acteur arrive à le rendre très sympathique et fragile en tant que Peter Parker, alors que lorsqu'il enfile le costume, très beau design soit dit en passant, le charisme fonctionne de suite et le rapport de force entre les deux est parfaitement dosé. Même si lorsqu'il doit jouer une émotion forte, il a tendance à surjouer et à devenir très grimaçant. Et surtout, il y a des fois où il... Encore une fois. C'est génial, je m'en lasse jamais. Quant à Kirsten Dunst, elle interprète correctement le rôle de Mary Jane, préférant jouer la carte de la sensibilité. James Franco assure également de son côté, rien de transcendant, mais du bon niveau. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas de Willem Dafoe, car son jeu n'est pas vraiment sans défaut. Merci, c'est tout pour moi, retrouvez-moi au point virgule tous les jeudis à 19h30. Willem Dafoe en fait beaucoup trop, il surjoue à mort, ce qui a tendance à le rendre ridicule que ce soit en tant que Norman Osborn qu'en tant que bouffon vert. Pourtant au début du film, son jeu est efficace, froid, déterminé et imposant. Et c'est ce qui va me permettre de passer à ce qui fait à la fois la force et la faiblesse du film. Les personnages. Le personnage de Peter Parker est montré comme un nerd à la limite du cliché, plutôt attachant mais qui a des pensées relativement étranges. Comme faire le stalker avec MJ, ouais c'est peut-être mignon pour certains mais c'est surtout assez flippant. Ou alors penser qu'on peut acheter des filles avec des voitures. Voilà comment on devient un gros pauvre dans la vie. Néanmoins, son évolution reste très bonne et les choses qu'on pourrait reprocher au personnage dans ce film, elles sont assez cohérentes si on regarde bien. Ce film traite le stade de la transformation de Peter en Spider-Man comme le passage de la puberté, l'adolescent qui devient enfin un homme. Ah d'accord, j'ai compris, alors les poils qui poussent dans cette scène, ce serait c'est... Ah d'accord, j'ai compris. Mais du coup, le fluide qui sort de son corps, ce serait... C'est dégueulasse! Mais pour qu'un film fonctionne, il faut également un antagoniste réussi. Un bon ennemi dans un film de super-héros, c'est primordial, et malheureusement la déception est au bout du tunnel avec le bouffon vert. Mais vous allez me dire, qui est le bouffon vert? Cet ennemi emblématique de l'univers de Spider-Man est né à cause d'une expérimentation qui a mal tourné avec un certain liquide vert. Ouais, parce que tous les liquides radioactifs sont verts, c'est bien connu. Norman Osborn est donc touché. Son intelligence grandissait tellement qu'il finissait par en devenir totalement fou, avec la naissance d'une deuxième personnalité qui prenait le contrôle. Ensuite, son fils Harry Osborn prit le relais, puis ce fut le tour de son psychiatre, ensuite un autre et encore un autre, jusqu'à ce que Norman revienne. Bref, quand vont-ils s'arrêter là? Non, parce que ça commence à faire beaucoup. Et encore, je vous ai pas encore parlé des super bouffons, hein. Bref, revenons au film. La double personnalité avec Norman Osborn et le bouffon vert est assez floue, et le rapport de force entre les deux manque cruellement de subtilité. Le vilain très méchant face à la petite fleur fragile. Mais bon, le plus important, ça reste le bouffon vert en lui-même. Parlons déjà du design de son costume. Go Power Rangers, j'ai pas les droits d'auteur. Sans déconner, le costume est vraiment ridicule, sachant que le prototype était vraiment de meilleure qualité, et de loin. Mais voilà, Willem Dafoe ne voulant pas porter ça, un nouveau design a été fait à l'arrache, et il est tout simplement raté et bâclé. Mais bon après, c'est une question de goût, vous pouvez apprécier le costume, mais en soi, il est raté. C'était pas l'intention première du réalisateur, c'est juste un caprice de l'acteur qui a conduit à... ce truc. Concernant la personnification du bouffon vert, il est très caricatural et assez lourd. Et en plus, ce surjeu de Willem Dafoe n'arrange rien à l'hilarité involontaire que provoquera ses interventions. Franchement, c'est juste un cliché extrêmement poussif du super vilain. Et oui, je sais, le personnage est exactement comme ça dans les comics, mais j'ai envie de dire, c'est pas une excuse. Je disais que le support d'origine n'était jamais parfait, et ce n'est pas pour rien. Le bouffon vert est un ennemi assez grotesque, que ce soit dans la bande dessinée ou les séries animées. Ce n'est qu'une caricature assez lourdingue et énervante. Le film se contente juste de faire une retranscription du personnage. Du coup, il n'y a quasiment aucun développement sur sa nature. Ce qu'on peut expliquer dans plusieurs numéros de comics, on peut difficilement en faire autant avec quelques minutes de film. Là où Sam Raimi aurait pu prendre des libertés, il ne l'a pas fait. Mais bon, d'un côté, c'est une première adaptation de Spider-Man, donc c'est normal que ce soit une œuvre un peu impersonnelle. Faut pas en demander trop tout de suite. Mais par contre, les autres personnages sont très sympathiques. Surtout celui de Jonah Jameson qui est sans doute le plus hilarant du film. Chacune de ses apparitions sont juste de pur régal. Que ce soit le choix d'acteur ou le personnage en lui-même, il est juste parfait. Mais quant à la caractérisation de Mary Jane, c'est une catastrophe. Bon ok, peut-être pas à ce point,
point, mais bon, elle est assez foireuse quand même. La femme est mignonne comme tout, mais elle reste assez lisse et pas réellement très intéressante. Et surtout impossible de s'attacher à quelqu'un qui embrasse 4 hommes différents selon elle dans le même film. Alors chez moi on appelle ça une grosse allumeuse. Sinon, elle ne sert l'intrigue qu'en étant en détresse. Alors oui, c'est une constante dans les films de super-héros ce genre de choses, mais que dans le même film, le héros doit sauver plus de 4 fois la demoiselle en détresse, c'est beaucoup trop et lourd au bout d'un moment. Déjà, ça donne pas une bonne image de la femme, et en plus, j'irai même plus loin en disant que ce film est limite misogyne. Les autres rôles féminins n'existent jamais en tant que personnages, mais seulement lorsqu'elles sont accompagnées d'un homme. Que ce soit le personnage de Mary Jane avec Peter, Tante May avec Oncle Ben, ou même les autres, elles sont inexistantes sans un mec à leur côté. Et ouais, le pouvoir au mec, allez on va prendre une bière, on va se gratter les couilles après. Au niveau du scénario, le meilleur côtoie le pire. L'histoire est bien construite avec un rythme parfaitement géré et une intrigue intéressante pour un premier film. Elle avance bien sans donner l'impression qu'il manque réellement quelque chose. Non, vous connaissez le vrai problème. Les répliques du film! Les dialogues sonnent tous quasiment faux et font vraiment téléphoner comme toutes les punchlines du film qui peuvent passer dans un comics mais pas dans un film. Sam Raimi a tenté d'adapter les codes de la bande dessinée dans un film. L'intention est très intéressante mais ne fonctionne pas toujours. Néanmoins, cela a permis au film d'avoir des répliques cultes qui ont marqué les esprits, mais en même temps c'est le but d'une punchline, aussi forcée et stupide soit-elle. Et c'est ça le souci, le ridicule de certains passages. La confrontation ultra sérieuse entre Spider-Man et le bouffon vert juste risible, la romance niaise et épuisante entre Peter et MJ avec des dialogues très cucul à praline, ou encore New York qui s'élève contre le bouffon vert dans une scène où la subtilité a été complètement mise de côté pour laisser place à de gros sabots. Et là on en vient à un problème qu'a rencontré le film contre sa volonté, le 11 septembre. Cette scène ultra forcée voulait montrer des Américains courageux, déterminés à se battre et qui avaient besoin d'espoir. Mais ça ne fonctionne pas. Un autre exemple, c'est l'apparition de Spider-Man qui est juste ratée, à cause d'une scène coupée qui était géniale. La première arrivée de notre héros devait le montrer en train d'arrêter un hélicoptère rempli de bandits qui venaient de dévaliser une banque. Le souci, c'est qu'il y avait les deux tours et que le malaise aurait été très présent si ce passage avait été conservé après l'attentat. Et ça fait chier, car c'était un moment ultra cool, et du coup, on n'a pas vraiment de première apparition dantesque du héros. Il y a comme une impression de manque en fait. Et je ne parlerai pas du drapeau américain à la fin du film, car c'est assez discret et je ne vois pas en quoi ça peut gêner au sein du film. De plus, ça renforce bien l'iconisation du héros, donc je vois pas pourquoi les gens s'en plaignent autant quoi. Le vrai hic, c'est qu'il n'y a aucune tension. On ne sent aucun danger, que ce soit avec le protagoniste ou avec la ville en général. C'est assez dur d'apporter une réelle dimension dramatique lorsqu'on ne peut jamais être inquiet pour New York. Bah ouais, vu qu'ils sont devenus intouchables de la moindre destruction depuis les attentats du 11 septembre. Il faudra attendre Avengers 10 ans après pour voir New York se faire détruire dans la joie et la bonne humeur. Il y aurait moyen de détruire Paranormal Activity en même temps. Néanmoins, le scénario a quelques bons côtés, comme un humour très discret mais qui fonctionne assez bien lorsqu'il est volontaire, je le précise. Mais voilà, le film est assez kitsch dans son ensemble. Après, certains me diront que l'aspect kitsch, le côté enfantin ou les scènes ridicules sont pleinement assumés. Je ne demande qu'à vous croire. Montrez-moi une interview de Sam Raimi ou de l'équipe du film qui dit très clairement que c'est voulu et intentionnel. Et je la fermerai, même si les points que j'ai cités sont de vrais défauts. Après, le film est très agréable à regarder. Le rythme est parfaitement soutenu, on ne s'ennuie pas, et le divertissement est pleinement assuré. Je vous rassure. Bon, là je pense qu'il est temps de conclure parce que j'ai très chaud et j'en peux plus. Spider-Man est un film sympathique qui se laisse regarder. Mais malheureusement, son nombre de défauts l'empêche de se hisser au rang de grand film. Et le film a lancé et encouragé une nouvelle génération de films de super-héros, pour le meilleur, ouais, mais surtout pour le pire. Ouais. Le film ayant cartonné, il a eu droit à 2 suites et une autre saga qui compte pour l'instant 2 films. Et ces 4 films se révéleront être meilleurs que ce premier volet, la preuve qu'on peut apprendre de ses erreurs. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend l'heure où vous regardez cette critique. Allez au cinéma, et à la prochaine. Et pitié, ne m'insultez pas en commentaire. Je viens de réaliser, j'ai créé limite un super-héros avec super objectif. Putain, vous imaginez comme ce serait trop cool s'il y avait un film sur ça?